Les villes pourront-elles un jour remplacer les médecins? L'urbanisation peut-elle aider à prévenir, voire à guérir les maladies? À l'aune de la crise sanitaire que l'on vient de traverser et dans laquelle on est encore bien empêtré, la question de la relation entre la ville et la santé se repose avec fracas dans le débat public. Et ce n'est pas anodin car ça nous renvoie aux origines séculaires de l'urbanisme moderne et c'est ce que je vous propose d'explorer juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur la ville, le dernier de l'année 2020. Une année qui aura été difficile pour beaucoup d'entre nous, je pense que vous partagez ce sentiment, mais qui aura eu le mérite, entre guillemets, de reposer des questions cruciales sur la ville telle qu'on la veut et la ville telle qu'on la fait. On s'est dit que c'était l'occasion de refermer la boucle en revenant sur cette question qui est un peu sous-jacente à toutes les autres, cette relation entre ville et santé qui est cruciale, qui est fondamentale et qui est pourtant rarement posée. L'urbanisme, du moins tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est essentiellement façonné au cours du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, dans le sillage des bouleversements de la révolution industrielle. À l'époque, l'afflux massif de travailleurs se traduit par le développement chaotique de faubourgs insalubres, où règnent de nombreuses infections et épidémies qui déciment les populations par milliers. Les théories médicales d'alors considèrent que les maladies sont le fruit du milieu dans lequel on vit, et le coupable est tout trouvé. Les médecins condamnent les miasmes, ce mauvais air à travers lequel se diffuseraient les infections qui ravagent les capitales européennes. Et même si cette théorie des miasmes s'avère complètement fausse, on le sait aujourd'hui, elle va donner lieu à pas mal de transformations des environnements urbains, et ça va faire émerger un courant dont vous connaissez peut-être le nom, l'hygiénisme ou l'art de conserver la santé des hommes réunis en société. Avec la découverte de la double circulation du sang par Harvey au XVIIe siècle, on a eu cette idée que tout circulait dans la ville comme le sang circulait dans le corps humain. Et vous le comprenez, c'est donc à cette époque que se façonne une pratique urbanistique qui ne dit pas encore son nom, qui ne s'appelle même pas encore comme ça, mais qui va faire émerger certains concepts, certaines formes, encore balbutiants à l'époque, mais que l'on retrouve près d'un siècle et demi plus tard dans les villes que l'on côtoie au quotidien. C'est le cas par exemple de la chaussée bombée avec trottoir sur le côté que l'on connaît très bien aujourd'hui. Son objectif était à la fois de fluidifier la circulation, notamment de réduire les accidents mortels entre piétons et chevaux, mais aussi de favoriser l'écoulement de l'eau. Théorie des miasmes oblige, il fallait absolument éviter que les eaux sales ne viennent contaminer l'air ambiant. Et pourtant, aussi paradoxal que ça puisse paraître avec tout ce que je viens de vous raconter, cette relation entre ville et santé, elle avait presque disparu du débat public et de la pratique urbanistique au cours du XXe siècle. Jusque dans les années 80-90, c'était à peine si elle était explicitée dans les grands projets urbains. Résultat, c'est un peu comme si on la redécouvrait en ce moment avec la crise sanitaire que l'on traverse. Deux principales raisons peuvent l'expliquer. D'une part, les progrès de l'urbanisation elle-même et des préceptes hygiénistes en particulier, qui vont effectivement contribuer à réduire les maladies. Et d'autre part, ce sont aussi et surtout les progrès de la médecine au cours du XXe siècle qui amènent les médecins à progressivement délaisser les enjeux urbains pour s'orienter vers une approche plus scientifique. Résultat, la santé publique va progressivement délaisser cette dimension préventive, cette idée qu'on peut prévenir les maladies en jouant sur les aménagements urbains. Mais il n'y a pas que la santé qui s'éloigne de l'urbanisme, il se passe la même chose de notre côté. L'urbanisme va se désintéresser de ces enjeux de santé publique pour se pencher davantage sur des enjeux concrets du XXe siècle, comme par exemple la reconstruction d'après-guerre, la crise du logement qui s'ensuit, la fluidification à tout prix de l'automobile ou, plus récemment, la compétition économique et culturelle entre les grandes agglomérations. Avec les antibiotiques, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a cru que les grandes épidémies, les graves maladies, etc., appartenaient au passé, persuadés que tout allait bien, que la ville était une ville de gens actifs, prêts à consommer, et donc la ville était devenue ce que j'ai appelé la ville productiviste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un coupable idéal, médecine et urbanisme. C'est un peu deux disciplines qui se sont amourachées au cours du XIXe siècle et que la routine a éloigné un peu comme dans l'histoire de la vie amoureuse. C'est finalement assez normal. Forgive me. No. Damn you. No more. Maggie! Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, ce lien se reconstruit, se retisse. Et là encore, on peut l'expliquer de plusieurs façons, mais il y a un élément qui ressort dans la bouche des experts, ce sont les maladies dites de civilisation. Ce qu'on appelle maladies de civilisation, ce sont les maladies chroniques, des maladies non transmissibles, à la différence des maladies du siècle précédent, telles que la variole, le choléra, et qui sont directement liées à l'environnement. Ce sont les allergies, les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Et cette évolution va se traduire très concrètement avec l'émergence d'une nouvelle approche, la santé dite environnementale, qui, comme son nom l'indique, fait écho à la prise de conscience environnementale qui agite les sociétés à partir des années 60-70.
Et bien qu'elle ne soit pas intrinsèquement urbanistique, cette santé environnementale interroge directement les environnements urbains, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous en convaincre, et donc la manière dont on les conçoit. Résultat, on observe une attention plus grande, une plus grande vigilance à l'égard de la santé publique dans la pratique urbanistique, qui se traduit de multiples façons. Il y a évidemment des thématiques auxquelles on pense intuitivement, comme par exemple les pollutions et les maladies respiratoires qu'elles génèrent. On peut penser aussi aux arbres, à la végétalisation, dont on comprend de mieux en mieux les avantages comme les inconvénients, ou encore de la question du bien-être, du bruit, de la santé mentale, auxquelles les collectivités sont de plus en plus attentives. Tout cela a une influence sur la pratique d'activités physiques bénéfiques pour la santé, comme la marche ou le vélo, mais aussi sur la création de liens sociaux, de réseaux d'échange, de solidarité et d'amitié favorables à la santé mentale. Ah, que j'aime ma ville, il y fait bon vivre. Autant vous dire que sous ce scope de la santé environnementale appliquée aux villes, on peut glisser tout un tas de politiques urbaines à tous les niveaux d'intervention possibles, à toutes les échelles de territoire possibles. J'aurais par exemple pu ajouter la question de l'alimentation durable et de l'agriculture urbaine, qui va avoir pour objectif de réduire le diabète ou l'obésité. Là encore, c'est des choses qu'on voyait déjà au 19e siècle dans les préceptes hygiénistes, et c'est intéressant parce qu'en quelque sorte, c'est comme si l'urbanisme se réconciliait avec sa propre histoire. Alors on va pas se mentir, cette dimension elle est encore très timide dans les projets urbains. Elle est parfois peu explicitée, voire même carrément absente dans les cahiers des charges des collectivités ou des projets immobiliers. Bref, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant qu'on puisse véritablement dire que l'urbanisme est au service de la santé comme il l'a été par le passé. Néanmoins, je suis sûr que dans les années à venir, on verra se multiplier les projets. Et c'est un champ passionnant sur le plan prospectif à observer. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur la question dans une prochaine vidéo. De mon côté, je vais m'arrêter là. J'espère que ce format historique vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas, vous lâchez un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve théoriquement dans un mois et je vous dis à très bientôt.